Elle s'intitule « Alors que j'étais enceinte de jumeaux et déjà souffrante, ma propre sœur m'a faussement accusée d'avoir volé 160 000 $ à mon père devant toute la famille. Quand j'ai essayé de me défendre, elle m'a projeté la tête contre le miroir mural. Le brisant. Le verre m'a coupé le visage et je suis tombée par terre. Ma mère s'est précipitée, mais au lieu de m'aider, elle m'a donné plusieurs coups de pied violents dans mon ventre de femme enceinte. J'ai perdu les os sous l'impact et j'ai commencé à saigner. » Mon père a ajouté. Les voleuses ne méritent pas d'enfanter. Mon père m'a attrapé par les cheveux, m'a traîné dehors à travers les débris de verre et m'a jeté dans la rue. Mais je les ai prévenus à travers la douleur, je reviendrai. Et vous le regretterez tous. Après avoir accouché de mes jumeaux à l'hôpital et m'être rétabli, la vengeance que j'ai orchestrée a détruit leur monde entier. La soirée avait commencé comme n'importe quel autre dîner de famille chez mes parents. J'étais enceinte de 32 semaines de jumeaux. J'avais constamment mal au dos et mes chevilles étaient enflées au point d'être méconnaissables. Me lever du canapé demandait une planification stratégique et impliquait généralement de m'agripper à n'importe quel meuble à proximité. Mon mari, Tyler, devait travailler tard ce soir-là, alors j'étais venue seule, pensant que ce serait un repas tranquille avec mes parents et ma sœur aînée, Vanessa. J'aurais dû me méfier. Vanessa se comportait étrangement depuis des semaines, évitant mon regard lors des appels téléphoniques et me donnant des réponses monosyllabiques chaque fois que je lui posais des questions sur sa vie. Notre relation avait toujours été compétitive, mais dernièrement, quelque chose semblait différent. Il y avait une pointe dans sa voix que je n'arrivais pas à identifier, une amertume qui semblait s'intensifier à chaque fois que nous parlions. L'atmosphère dans la salle à manger était inhabituellement tendue quand je suis entrée. Ma mère, Constance, mettait la table avec des mouvements saccadés, ses lèvres pincées en une fine ligne. Mon père, Gérald, était assis au bout de la table, la mâchoire serrée, fixant le vide. Vanessa se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, son expression froide et calculatrice. « Que se passe-t-il » ai-je demandé en m'asseyant prudemment sur une chaise. Les jumeaux étaient particulièrement actifs ce jour-là, appuyant contre mes côtes et rendant ma respiration difficile. Personne n'a répondu immédiatement. Le silence s'est étiré, inconfortable, rompu seulement par le cliquetis des assiettes. Alors que Constance finissait de mettre la table, mon estomac s'est noué d'une angoisse qui dépassait l'inconfort habituel de la grossesse. Quelque chose n'allait vraiment pas. Vanessa s'est détournée de la fenêtre, les yeux durs. « C'est à toi de nous le dire, » dit-elle, la voix dégoulinante de mépris. « C'est toi qui voles cette famille. » J'ai cligné des yeux, sincèrement confuse. « De quoi parles-tu ? » « Ne fais pas l'idiote, » a-t-elle lancé. Le compte d'épargne de papa. 160 000 $ ont disparu. Et les relevés bancaires montrent que les virements proviennent de quelqu'un ayant accès à ces informations de compte. Ma bouche est devenue sèche. Vous pensez que c'est moi qui les ai pris ? Nous ne pensons pas, a dit Gérald, sa voix basse et menaçante. Nous savons. Qui d'autre aurait eu l'occasion ? Tu étais celle qui m'aidait avec mes opérations bancaires l'année dernière après que je me suis cassé le poignet dans cette chute. Tu avais toutes mes informations. L'accusation m'a frappé comme un coup de poing. Je ne ferai jamais ça. Je n'ai pas touché à ton compte depuis que tu es rétabli. Pourquoi aurais-je même besoin de te voler ? Tyler et moi nous en sortons très bien financièrement. Vanessa a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Vraiment ? Parce que de mon point de vue, tu n'arrêtes pas de demander de l'argent à maman et papa. De nouveaux meubles pour la chambre des bébés, des vêtements de maternité, des factures médicales. Ça ne s'arrête jamais avec toi. C'étaient des cadeaux qu'ils m'ont offerts, ma voix s'est élevée, la panique s'installant. Je n'ai jamais rien exigé. Et je n'ai certainement jamais rien volé. Constance a claqué le plat de service sur la table. Comment oses-tu nous mentir en face ? Nous avons des preuves. Quelles preuves ? J'ai lutté pour me lever, mes mains s'appuyant sur la table. Montrez-moi ces preuves, parce que je n'ai rien fait de mal. Vanessa a sorti son téléphone, s'avançant vers moi d'un pas délibéré. La banque a montré à papa les journaux d'adresse IP. Les virements ont été effectués depuis ta maison. C'est impossible.
Mon cœur s'emballait maintenant, les jumeaux bougeant frénétiquement en moi comme s'ils sentaient ma détresse. Laisse-moi voir les relevés. Laisse-moi parler à la banque moi-même. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, a dit Gérald en se levant de sa chaise. Son visage était rouge de colère, des veines saillantes sur son cou. Tu as trahi cette famille. Tu m'as trahi. J'ai tendu la main vers lui, désespéré de lui faire comprendre. Papa, s'il te plaît. Je jure sur la vie de mes bébés que je n'ai pas pris ton argent. Pourquoi ne veux-tu pas me croire? Parce que tu es une menteuse et une voleuse, a sifflé Vanessa. Elle était juste en face de moi maintenant, son visage à quelques centimètres du mien. Tu as toujours été jalouse de moi, toujours à essayer de rivaliser. Mais cette fois, tu es allé trop loin. Je ne suis pas en compétition avec toi. Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. La ferme. La main de Vanessa s'est abattue sur mon épaule. Admets simplement ce que tu as fait. J'ai essayé de me dégager, mon équilibre précaire avec le poids des jumeaux qui me désaxait. Lâche-moi. Tout s'est passé si vite. La poigne de Vanessa s'est resserrée et elle m'a soudainement poussé en arrière avec une force choquante. Mes pieds se sont emmêlés tandis que je trébuchais et ma tête a heurté violemment le miroir décoratif accroché au mur de la salle à manger. Le bruit du verre se brisant a rempli l'air et j'ai senti une douleur aiguë exploser sur mon cuir chevelu et mon visage. Je suis tombée lourdement, incapable de me rattraper. Ma hanche a touché le sol en premier, puis mon épaule. Le verre pleuvait autour de moi et j'ai senti du sang chaud couler sur ma joue et mon cou. La douleur était aveuglante. Mais le pire était la terreur qui m'étreignait la poitrine en pensant à mes bébés. Maman, ai-je haleté, levant les yeux vers Constance. Elle était juste là, assez proche pour m'aider. Aide-moi, s'il te plaît. Mais elle n'a pas tendu la main pour me relever. Au lieu de cela, son visage s'est tordu de rage et elle s'est avancée. Son pied a heurté mon ventre avant même que je puisse réaliser ce qui se passait. Le coup a atterri directement sur mon ventre gonflé et j'ai crié « Non, arrête !» J'ai essayé de me recroqueviller pour protéger les jumeaux, mais un autre coup est venu, puis un autre. Chaque impact envoyait des vagues d'agonie à travers mon corps. Les voleuses ne méritent pas d'enfanter, a rugi la voix de Gérald au-dessus de moi. J'ai senti quelque chose céder en moi. Une chaleur horrible se répandant entre mes jambes. J'avais perdu les os, mais ce n'était pas clair comme ça aurait dû l'être. Je pouvais voir le sang s'accumuler sur le sol sous moi, se mélangeant à l'eau et aux minuscules éclats de verre. Je saigne, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Les bébés, s'il vous plaît, les bébés. Gérald a attrapé une poignée de mes cheveux, tirant ma tête en arrière. La traction a provoqué une nouvelle douleur aiguë dans mon cuir chevelu où le verre m'avait coupé. Il a commencé à me traîner sur le sol, à travers les débris de verre, vers la porte d'entrée. J'ai essayé de m'accrocher au meuble, à n'importe quoi, mais mes mains étaient glissantes de sang et ne trouvaient pas de prise. Le verre sur le sol déchirait mes vêtements, ma peau. Chaque centimètre semblait être des kilomètres alors qu'il me tirait à travers la maison. Papa, arrête. Tu vas les tuer. Je sanglotais maintenant, à peine capable de former des mots à travers la douleur et la peur. Tu tues tes petits-enfants. Il n'a pas répondu. La porte d'entrée s'est ouverte et il m'a traîné en bas des marches du porche. Mon corps heurtait chaque marche, m'envoyant de nouvelles secousses de douleur. Puis il a lâché mes cheveux et je me suis effondrée sur l'allée en béton. Ne reviens plus jamais ici, a-t-il craché. Tu n'es plus ma fille. À travers ma vision floue, je pouvais les voir tous les trois dans l'embrasure de la porte, leurs silhouettes découpées par la lumière de l'intérieur. Vanessa avait les bras croisés, l'air satisfait. Le visage de Constance était vide, sans émotion. La poitrine de Gérald se soulevait de respirations rageuses. Le sang était partout maintenant, imbibant mes vêtements, coulant le long de mes jambes. Je sentais les contractions commencer, violentes et trop précoces. Mais je me suis forcée à les regarder, à croiser le regard de chaque membre de ma famille. Je reviendrai, ai-je dit, la voix tremblante mais claire. Et vous le regretterez tous. Vanessa a ri.
Dégage avant qu'on appelle la police. La porte a claqué. J'étais seule dans l'obscurité, allongée sur le béton froid, saignant et entrant en travail prématuré. J'ai réussi à sortir mon téléphone de ma poche avec des mains tremblantes. Mes doigts ont laissé des traces de sang sur l'écran pendant que je composais le numéro de Tyler. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix était immédiatement inquiète. Hôpital, ai-je suffoqué? Besoin d'ambulance. Maison des parents. Les jumeaux arrivent. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Le trajet en ambulance était un flou de sirènes et de voix urgentes. Le personnel médical s'affairait autour de moi, leurs visages graves tandis qu'ils évaluaient mes blessures et l'état de ma grossesse. Quelqu'un a nettoyé le verre de mes cheveux et de mon visage, une perfusion a été posée dans mon bras. Tyler a fait irruption aux urgences, le visage blanc de panique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne veulent rien me dire. J'ai essayé d'expliquer, mais une autre contraction m'a frappé, me coupant le souffle. Une docteure s'est penchée sur moi, son expression sérieuse. Nous devons faire une césarienne d'urgence, a-t-elle dit. Les bébés sont en détresse et vous avez perdu une quantité importante de sang. Avons-nous votre consentement? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Tyler a serré ma main pendant qu'on me transportait vers la salle d'opération. L'opération a semblé durer des heures, bien que je sache qu'elle a été beaucoup plus rapide. Quand j'ai finalement entendu le premier cri, faible mais présent, des larmes ont coulé sur mon visage. Puis le deuxième cri est venu, plus fort que le premier. 2 filles, a annoncé la docteure. Elles sont petites, mais ce sont des battantes. Je n'ai eu qu'un aperçu d'elles avant qu'elles ne soient emmenées d'urgence en néonatologie. Minuscules, le visage rouge, parfaites, mes filles. Malgré tout ce qui s'était passé, elles étaient là. Elles étaient en vie. Le rétablissement a été éprouvant. De multiples lacérations sur mon visage et mon cuir chevelu ont nécessité des points de suture. Certaines étaient si profondes que les médecins s'inquiétaient des cicatrices. Mes côtes étaient meurtries par les coups de pied. L'incision de la césarienne mettrait des semaines à guérir correctement. Mais la pire blessure était celle que personne ne pouvait voir, la destruction complète de ma confiance en ma propre famille. Pensée de Teddy. Mais qu'est-ce que je viens de lire, bordel? Non, ce n'est même plus un drame familial. C'est le mal à l'état pur. T'accuser est une chose, mais frapper une femme enceinte de jumeaux, te donner des coups de pied dans le ventre, te traîner dehors, dire cette phrase immonde. Ce n'est pas de la colère. C'est de la cruauté à un autre niveau. Et Vanessa, elle n'a pas seulement menti. Elle voulait que ça arrive. Ça se sent. Je ne pense même pas au pardon ici. Je pense qu'il ne mérite plus jamais de te voir, ni toi ni ses enfants. Ouais, quelle que soit la vengeance que tu prépares, je suis captivée. Tyler a à peine quitté l'hôpital pendant les premières 72 heures. Il partageait son temps entre ma chambre et le service de néonatologie, me tenant constamment au courant de l'état des jumelles. Son visage montrait la tension d'avoir failli nous perdre tous, des cernes sombres sous les yeux et une crispation autour de la bouche qui n'était pas là avant. La police veut te parler, a-t-il dit le 3e jour, sa voix prudente. Je leur ai dit que tu avais besoin de plus de temps pour te remettre, mais ils insistent. Ils ont besoin de ta déposition sur ce qui s'est passé. Mes mains tremblaient alors que j'ajustais le lit d'hôpital pour m'asseoir plus droit. Le mouvement a tiré sur mon incision, me faisant grimacer. Je leur parlerai. Je veux leur parler. 2 officiers sont arrivés cet après-midi-là. Le plus âgé, le détective Harrison, avait des yeux bienveillants qui me rappelaient mon grand-père. Sa partenaire, l'agente Mills, était plus jeune et prenait des notes pendant que Harrison posait les questions. Racontez-moi toute la soirée, a dit Harrison doucement. Commencez par le moment où vous êtes arrivé chez vos parents. J'ai raconté chaque détail, ma voix tremblant lorsque j'ai décrit le miroir se brisant, se cassant complètement lorsque je suis arrivé à la partie où Constance me donnait des coups de pied dans le ventre. L'agente Mills a cessé d'écrire à plusieurs reprises, son expression vacillant de dégoût mal dissimulé. Votre mère vous a donné des coups de pied alors que vous étiez enceinte, a clarifié Harrison, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'il venait d'entendre.
Plusieurs fois, ai-je confirmé. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ils le savaient tous. Harrison a échangé un regard avec Mills. Et votre père vous a traîné à travers les débris de verre et vous a jeté dehors. Oui. Il m'a attrapé par les cheveux et m'a tiré sur le sol, à travers tous les éclats, puis en bas des marches du porche et sur l'allée. J'ai touché inconsciemment les bandages sur mon cuir chevelu. Les médecins ont dû retirer des fragments de verre de mes blessures. Nous aurons besoin de photographies de toutes vos blessures, a dit Mills calmement. Et des copies de tous les dossiers médicaux liés à l'agression et à l'accouchement prématuré. Vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin, est intervenu Tyler. Nous voulons qu'ils soient poursuivis pour ce qu'ils ont fait. Harrison a hoché la tête lentement. Je dois demander, y a-t-il une possibilité que ce soit un malentendu ? Que les émotions se soient emportées et que les choses aient dégénéré au-delà de ce que quiconque avait l'intention de faire. La question a allumé quelque chose de féroce dans ma poitrine. Un malentendu, ce sont des paroles dures échangées pendant un dîner. C'était de la violence préméditée contre une femme enceinte. Ma sœur m'a accusé de quelque chose que je n'ai pas fait, m'a agressé physiquement, et mes parents se sont joints à elle. Il n'y a pas de malentendu ici. Détective. Il n'y a que l'agression et la tentative de nuire à mes enfants à naître. Compris, a dit Harrison en prenant une note. Nous allons contacter les membres de votre famille pour obtenir également leur déposition. Après le départ des officiers, Tyler s'est assis sur le bord de mon lit d'hôpital, en faisant attention de ne pas me bousculer. Ton téléphone n'arrête pas de sonner, a-t-il dit. Des membres de la famille appellent, voulant savoir ce qui s'est passé. Je n'ai répondu à personne. Bien. J'ai fixé le plafond, l'épuisement me tirant vers le bas. Je ne veux parler à aucun d'eux pour le moment. Ta tante Lorraine a laissé un message vocal. Elle semblait sincèrement inquiète. Elle a dit qu'elle avait entendu que tu étais à l'hôpital et voulait s'assurer que tu allais bien. Lorraine était la sœur cadette de ma mère, le seul membre de la famille qui avait jamais critiqué Constance pour son favoritisme envers Vanessa. Elle avait toujours été gentille avec moi, bien que nous ne soyons pas particulièrement proches. Je la rappellerai plus tard, ai-je dit. Mais pas tout de suite. Les jours se sont estompés. Le personnel médical allait et venait, vérifiant mes signes vitaux, changeant mes bandages, surveillant ma convalescence après la césarienne. Un chirurgien plasticien est venu discuter des lacérations faciales, expliquant que même si la plupart guériraient bien, quelques-unes pourraient laisser des cicatrices permanentes. Celle le long de votre pommette est profonde, a expliqué le docteur Morrison, traçant avec un doigt ganté près de la blessure, sans la toucher. Nous ferons de notre mieux avec la technique de suture, mais vous pourriez envisager une chirurgie de révision de cicatrices plus tard. Je me fichais des cicatrices. Les marques physiques guériraient ou non, mais elles n'étaient rien comparées aux blessures invisibles que ma famille m'avait infligées. Tyler a apporté mon ordinateur portable à l'hôpital le 5e jour. J'ai pensé que tu voudrais peut-être commencer à tout documenter, a-t-il dit. Les dates, les heures, les mots exacts qu'ils ont prononcés. Ça pourrait t'aider pour une action en justice. Il avait raison. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à taper, me forçant à revivre chaque moment horrible avec des détails précis. L'accusation, la suffisance de Vanessa, les faux relevés bancaires qu'elle avait mentionnés, la violence qui a suivi. L'écrire rendait la chose à la fois plus réelle et plus surréaliste, comme si je documentais le cauchemar de quelqu'un d'autre. Le service de néonatologie m'a autorisé à rendre visite aux jumelles une fois que j'ai pu me déplacer en fauteuil roulant. Tyler m'a poussé le long des longs couloirs, à travers les doubles portes, dans le monde silencieux et plein de bips où nos filles se battaient pour devenir plus fortes. Aria était dans une couveuse à gauche, Luna à droite. Elles étaient si incroyablement petites, leur peau presque transparente. De minuscules tubes et fils surveillaient tout. Patricia, la même infirmière qui m'avait encouragée à prendre un avocat, m'a montré comment passer la main à travers les hublots de la couveuse pour les toucher. Le contact peau à peau est important, a expliqué Patricia. Même si vous ne pouvez pas encore les tenir, elles peuvent sentir votre contact. Elles savent que leur mère est là.
J'ai posé doucement ma main sur la poitrine d'Aria, sentant le battement rapide de son cœur sous ma paume. Des larmes ont coulé sur ma blouse d'hôpital alors que je lui murmurais, lui promettant qu'elle était en sécurité maintenant, que je la protégerais, elle et sa sœur, de quiconque essaierait de leur faire du mal. Luna était plus active que sa sœur, son petit poing frappant l'air comme si elle se battait déjà contre le monde. J'ai touché sa main et ses doigts se sont immédiatement enroulés autour de mon index, serrant avec une force surprenante. C'est une battante, a dit Patricia avec un sourire. Toutes les deux le sont. Les bébés de 32 semaines s'en sortent généralement très bien. Ils ont juste besoin de temps pour rattraper leur retard. Les quitter était une agonie. Je voulais rester près de leur couveuse constamment, ne jamais les perdre de vue, mais mon corps était encore en convalescence, encore faible du traumatisme et de l'opération. Tyler a dû me ramener en fauteuil roulant dans ma chambre où je me suis effondrée dans mon lit, épuisée et endolorie. Le 7e jour, j'ai finalement été autorisée à sortir de l'hôpital. Les jumelles devraient rester en néonatologie pendant potentiellement plusieurs semaines de plus, mais j'étais médicalement assez stable pour me rétablir à la maison. Quitter l'hôpital sans mes bébés me semblait fondamentalement anormal, comme si je laissais une partie de moi-même derrière. Notre maison semblait trop silencieuse à notre arrivée. Tyler avait fait le ménage pendant mon hospitalisation, mais des traces de notre vie d'avant subsistaient. La chambre des bébés que nous avions aménagée avec 2 berceaux, la table à langer remplie de couches et de lingettes, le fauteuil à bascule où j'avais prévu de les allaiter. Je suis restée dans l'embrasure de la porte de la chambre, fixant les berceaux vides, et j'ai senti la rage monter dans ma poitrine aux côtés du chagrin. Mes filles devraient être ici. Elles auraient dû avoir 8 semaines de plus en sécurité en moi, à grandir et à se développer. Au lieu de cela, elles se battaient pour respirer dans des boîtes en plastique parce que ma propre famille m'avait attaqué. Nous allons les faire payer, a dit Tyler derrière moi. Sa voix portait une détermination froide que je ne lui avais jamais entendue. Chacun d'entre eux. Le lendemain matin, malgré les protestations de Tyler qui disait que j'avais besoin de plus de repos, j'ai appelé la banque qui détenait le compte d'épargne de Gérald. Après avoir été transféré 3 fois, j'ai finalement atteint quelqu'un de leur service de fraude. Je dois parler à quelqu'un au sujet de virements frauduleux depuis le compte de mon père, ai-je expliqué. J'ai été faussement accusé d'avoir volé l'argent, mais j'ai des raisons de croire que quelqu'un d'autre a accédé à son compte. La représentante, une femme nommée Teresa, m'a mise en attente pendant plusieurs minutes avant de revenir. Je vois que le compte en question a eu plusieurs virements non autorisés totalisant 160 000 $. Le titulaire du compte a déposé une plainte, mais l'enquête a été close lorsqu'il a identifié la personne responsable. Il a identifié la mauvaise personne, ai-je dit fermement. J'ai besoin de savoir de quelle adresse IP ces virements provenaient, quel appareil a été utilisé, et les dates et heures exactes. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas vous communiquer ces informations à moins que vous ne soyez listé sur le compte ou que vous ayez une autorisation légale. Alors j'obtiendrai une autorisation légale, ai-je dit. Attendez-vous à recevoir une assignation à comparaître. Tyler avait déjà fait des recherches sur les avocats. Il avait dressé une liste de 3 spécialistes à la fois en droit pénal et en contentieux civil, pensant que nous aurions besoin de quelqu'un capable de gérer les multiples aspects de ce qui allait clairement être une bataille juridique complexe. Le bureau de Douglas Walsh se trouvait dans un immeuble élégant du centre-ville avec des baies vitrées donnant sur la ville. Il avait la fin de la quarantaine, des cheveux argentés parsemant ses cheveux sombres et des yeux vifs et intelligents qui ne manquaient rien. Je lui ai montré les photographies de mes blessures, toujours choquantes même si elles commençaient à guérir. Je lui ai donné les dossiers médicaux documentant l'agression et ses conséquences. Je lui ai tout raconté, l'accusation, la violence, la naissance prématurée. Douglas a écouté sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus sombre. Quand j'ai fini, il s'est adossé à son fauteuil en cuir et a joint ses doigts. C'est l'un des cas d'agression les plus clairs que j'ai jamais rencontrés, a-t-il dit. Les preuves médicales à elles seules sont accablantes. Mais l'accusation de vol complique les choses. Si nous voulons blanchir complètement votre nom et les poursuivre en justice, nous devons prouver que vous n'avez pas pris cet argent. Pensée de Teddy. Oh. Oh mon Dieu.
Je sens mon sang bouillir juste en lisant ça. Genre, je tremble littéralement pour toi. Ce n'est pas juste un conflit familial. C'est un comportement sociopathique pur et dérangé. Ta sœur t'accuse d'un crime que tu n'as pas commis, t'agresse physiquement et tes parents, tes propres parents, se joignent à elle, te donnent des coups de pied dans le ventre de femmes enceintes, te traînent à travers des débris de verre. Et tu as quand même dû te battre pour tes bébés en néonatologie après ça. Et maintenant, tu es là, à reconstituer la fraude, à documenter chaque chose tout en étant physiquement et émotionnellement anéanti. Tu ne survis pas seulement, tu construis méticuleusement un dossier contre eux. C'est une énergie de guerrière hardcore. Je ne l'ai pas pris, ai-je insisté. Je vous crois, mais nous avons besoin de preuves. Vous avez mentionné que votre sœur a montré à votre père une sorte de preuve. Des relevés bancaires, a-t-elle dit, montrant que les virements provenaient de mon adresse IP. Nous devons mettre la main sur ces relevés et les examiner de manière approfondie. Si les virements proviennent bien de votre réseau domestique, quelqu'un vous a soit piraté à distance, soit a eu un accès physique à votre ordinateur. Il a fait une pause. Qui a les clés de votre maison? La question m'a frappé comme de l'eau froide. Tyler, moi. Et Vanessa. Nous lui en avons donné une de rechange en cas d'urgence. Douglas s'est penché en avant. Votre maison a-t-elle des caméras de sécurité? Oui. Porte d'entrée, porte arrière et l'allée. Elles enregistrent sur un stockage cloud. J'ai besoin d'un accès immédiat à ces enregistrements. Si votre sœur a utilisé sa clé pour entrer chez vous pendant la période où ces virements ont eu lieu. Nous la tenons. Tyler est resté à mes côtés constamment, sa colère contre mes parents grandissant de jour en jour. Nous devrions porter plainte, n'arrêtait-il pas de dire. Ils t'ont agressé. Ils auraient pu vous tuer, toi et nos filles. Pas encore, lui ai-je dit. D'abord, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est réellement passé avec cet argent. Les jumelles, que nous avons appelées Aria et Luna, ont dû rester en néonatologie pendant 3 semaines. Elles étaient prématurées mais en bonne santé, prenant du poids régulièrement. Chaque jour, je m'asseyais à côté de leur couveuse, les regardant respirer, les regardant devenir plus fortes. Et chaque jour, ma détermination se renforçait. Lors d'une de mes visites, une infirmière de néonatologie nommée Patricia a engagé la conversation. Elle s'occupait des jumelles et avait remarqué les cicatrices sur mon visage, la façon dont je grimaçais quand je bougeais trop vite. Ma chérie, je ne veux pas être indiscrète, a-t-elle dit doucement, mais ces blessures ne viennent pas d'une simple chute, n'est-ce pas? Je me suis retrouvée à tout lui raconter, l'accusation, la violence, la trahison. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression devenant plus troublée à chaque détail. Vous avez besoin d'un avocat, a-t-elle dit fermement. Et vous devez découvrir ce qui s'est réellement passé avec cet argent, car d'après ce que vous décrivez, quelqu'un vous a piégé. Elle avait raison. Le lendemain, j'ai contacté un avocat nommé Douglas Walsh. Il était spécialisé à la fois en droit de la famille et en crimes financiers. Et après avoir entendu mon histoire, il a immédiatement accepté mon cas. La première chose à faire est d'obtenir ses relevés bancaires, a dit Douglas lors de notre première consultation. Si les virements ont été effectués depuis votre adresse IP, quelqu'un a soit piraté votre réseau domestique, soit utilisé physiquement votre ordinateur. Avez-vous des caméras de sécurité à la maison? Je me suis redressée. Oui, nous avons des caméras qui couvrent la porte d'entrée, la porte arrière et l'allée. Elles enregistrent sur un stockage cloud. Parfait. J'aurai besoin d'accéder à ces enregistrements pour la période où les virements ont eu lieu. Il a fallu 2 jours pour récupérer toutes les images. Tyler et moi nous sommes assis avec Douglas dans son bureau, regardant des semaines d'enregistrement en accéléré. La plupart du temps, c'était ordinaire, la livraison du courrier, des voisins promenant leurs chiens, nos allées et venues du travail. Puis nous l'avons trouvé. À 3 reprises, pendant la période où l'argent a été transféré, Vanessa est apparue à notre porte. Elle a frappé, attendu, puis a regardé attentivement autour d'elle avant de sortir une clé. Notre clé de rechange, celle que nous gardions cachée dans une fausse pierre près du pot de fleurs. Elle a une clé de votre maison, a demandé Douglas. Nous lui en avons donné une en cas d'urgence,
a dit Tyler, la voix tendue de colère. Elle a dit qu'elle voulait pouvoir vérifier les choses si nous étions en voyage. Nous avons regardé Vanessa entrer chez nous, restant environ 45 minutes à chaque fois. Les horodatages correspondaient presque parfaitement au virement bancaire. Elle a utilisé votre ordinateur pour faire croire que vous aviez volé l'argent, a dit Douglas en prenant des notes. C'est de la fraude, de l'usurpation d'identité, compte tenu de ce qui s'est passé ensuite, une association de malfaiteurs en vue de commettre une agression. Pouvez-vous prouver que c'était elle à l'ordinateur, ai-je demandé. Nous devrons examiner les journaux de votre ordinateur, mais oui, nous devrions être en mesure de confirmer que quelqu'un a accédé au compte bancaire de votre père depuis votre réseau domestique au moment où elle était chez vous. Combiné à cette preuve vidéo, nous avons un dossier solide. L'enquête a duré 6 semaines. Douglas a fait appel à un expert en informatique légale qui a examiné mon ordinateur de manière approfondie. Et bien sûr, les journaux montraient que quelqu'un avait accédé au site web de la banque de mon père en utilisant des mots de passe enregistrés, puis avait initié les virements vers un compte offshore. Ce qui est intéressant, a expliqué l'expert, c'est que la personne qui a fait ça n'était pas particulièrement sophistiquée. Elle n'a pas utilisé de VPN ni pris de mesures pour cacher son empreinte numérique. Elle s'est entièrement appuyée sur l'emplacement physique pour vous piéger. Parce qu'elle savait que ma famille croirait que c'était moi sans remettre en question les preuves, ai-je dit amèrement. Exactement. Et regardez ça. Il a affiché un autre écran. Après que l'argent a été transféré sur le compte offshore, il y est resté 2 jours. Puis il a été déplacé vers un autre compte, celui-ci enregistré au nom d'une société écran. Vous voulez deviner qui est listé comme le bénéficiaire effectif de cette société? Vanessa, ai-je soufflé. Vanessa, a-t-il confirmé. Elle a volé l'argent et vous a piégé. La question est, pourquoi? Je me suis souvenu des mois précédant l'accusation. Vanessa m'avait posé des questions sur mes finances, semblant très intéressée par la façon dont Tyler et moi nous en sortions avec les jumeaux en route. Elle avait commenté à plusieurs reprises à quel point les bébés coûtaient cher, combien les soins médicaux coûtaient, comment nous aurions probablement besoin d'aide financière. Elle construisait un récit, ai-je dit à Douglas, pour faire croire que j'étais désespérée d'avoir de l'argent. Elle préparait le terrain pour que tout le monde croie que j'avais un mobile. Pourquoi avait-elle besoin de l'argent, a demandé Tyler. Son mari gagne bien sa vie, non? J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à chercher. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver ce que je cherchais. L'entreprise de son mari a fait faillite il y a 4 mois, ai-je dit, fixant l'article. Ils ont presque tout perdu. Douglas a souri sombrement. Voilà votre mobile. Elle avait besoin d'argent et a décidé de faire d'une pierre 2 coups, voler votre père et vous piéger, vous éliminant ainsi de la compétition pour tout héritage futur. Que faisons-nous maintenant, ai-je demandé. Maintenant, nous allons à la police, puis nous les poursuivons tous. Déposer la plainte à la police était surréaliste. La détective chargée de l'affaire, une femme nommée Lindo Ortega, a écouté attentivement tandis que je racontais tout. Elle a examiné les preuves que Douglas avait compilées, son expression s'assombrissant. C'est l'un des cas d'agression et de fraude les plus clairs que j'ai vus, a-t-elle dit. Nous allons porter des accusations contre votre sœur pour vol et fraude. Quant à vos parents, les accusations d'agression sont compliquées par le fait que vous êtes leur fille. Mais étant donné la gravité des blessures et le fait que vous étiez enceinte, le procureur poursuivra certainement l'affaire. En quelques jours, la police a arrêté Vanessa à son domicile. La nouvelle s'est répandue dans notre famille élargie comme une traînée de poudre. Mon téléphone a commencé à sonner constamment avec des appels de tantes, d'oncles et de cousins qui avaient entendu diverses versions de ce qui s'était passé. Ma tante Lorraine a été la première à m'apporter son soutien. Je n'ai jamais cru que tu avais volé cet argent, a-t-elle dit. Constance était si insistante à ce sujet, si agressive pour monter tout le monde contre toi. Ça ne semblait pas juste. Pourquoi n'as-tu rien dit, ai-je demandé, incapable de cacher la blessure dans ma voix. Je l'ai dit à Gérald en privé. Il n'a pas voulu écouter. Il a dit que Vanessa avait des preuves, et que c'était suffisant pour lui. Je suis tellement désolée de ne pas en avoir fait plus.
Les poursuites pénales contre Vanessa ont progressé rapidement. Les preuves étaient accablantes, les images de sécurité, les journaux informatiques, la piste du compte offshore. Son avocat a tenté de négocier un accord de plaidoyer, mais Douglas m'a conseillé de le rejeter. Laissez-la faire face à un jury, a-t-il dit. Que tout le monde voit ce qu'elle a fait. Le procès était prévu pour 3 mois plus tard, mais nous n'avons pas attendu pour déposer les plaintes civiles. Douglas m'a aidé à poursuivre Vanessa pour agression, fraude et détresse émotionnelle. Nous avons également poursuivi mes parents pour agression et pour les blessures que j'avais subies. Gérald a essayé de m'appeler après le dépôt des plaintes. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Sa voix était bourrue, mal à l'aise. Nous devons parler de cette situation, a-t-il dit. Pas tout à fait des excuses. Les choses ont dérapé. Peut-être que nous pouvons trouver un arrangement sans impliquer les avocats et les tribunaux. Pensée de Teddy. Oh, hors de question. Juste lire ça me fait bouillir le sang. Ta propre sœur s'infiltre chez toi, vole 160 000 $ et te piège. Et tes parents te battent littéralement pendant ta grossesse. C'est quoi ce film d'horreur? Et pourtant, tu survis, tu accouches, et tu te transformes en détective, regardant les images de sécurité, traçant l'argent, la démasquant. C'est une justice badass de niveau supérieur. Tous ceux qui regardent ça perdraient la tête. Rage, choc et respect total pour ta survie et ta vengeance intelligente. Tu ne t'es pas seulement défendu, tu as effacé l'ardoise légalement et moralement. Une énergie de légende absolue. Rappelle-moi. J'ai effacé le message sans répondre. Constance a envoyé un texto, tu déchires cette famille pour un malentendu. Pense à ce que tu fais à tes filles. Veux-tu qu'elles grandissent sans grands-parents? J'ai bloqué son numéro. La nouvelle de l'arrestation de Vanessa s'est répandue dans notre réseau familial comme un poison. Mon téléphone vibrait constamment de messages de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Tout le monde avait soudainement une opinion sur la situation. Ma cousine Rebecca a envoyé un long texto sur le fait que la famille devrait gérer les problèmes en privé, que faire appel à la police était extrême. Je l'ai supprimé sans répondre. Mon oncle Kenneth a appelé pour dire qu'il avait entendu les 2 versions et pensait que tout le monde avait juste besoin de se calmer et de discuter. J'ai bloqué son numéro. Mais certains membres de la famille m'ont surprise. Mon cousin James, que j'avais toujours considéré comme un ami de Vanessa, a envoyé un message simple, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec elle. Je suis désolé de ne pas l'avoir vue venir. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Ma tante Lorraine, la sœur cadette de ma mère, est venue à la maison 2 semaines après l'arrestation de Vanessa, apportant un gratin et des excuses. J'aurais dû m'opposer plus fermement quand Constance répandait cette histoire de vol, a-t-elle dit, les yeux rouges d'avoir pleuré. Je savais au fond de moi que ce n'était pas vrai. Mais je ne voulais pas créer de drame familial. J'ai tellement honte. J'ai accepté ses excuses, mais la blessure demeurait. Combien de personnes avaient douté de l'accusation, mais étaient restées silencieuses? Combien avaient choisi l'harmonie familiale plutôt que de me défendre? Les jumelles sont rentrées de la néonatologie un mardi après-midi, pesant un peu plus de 2,2 kg chacune. Tyler et moi avions suivi plusieurs cours sur les soins aux nourrissons prématurés, apprenant les horaires d'alimentation et la surveillance de leur respiration. Les infirmières nous avaient bien préparés, mais les ramener à la maison était terrifiant. Cette première nuit, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de vérifier leur respiration, de regarder leur petite poitrine se soulever et s'abaisser, convaincu que si je détournais le regard ne serait-ce qu'un instant, quelque chose de terrible arriverait. Le traumatisme d'avoir failli les perdre ne s'était pas estompé. Au contraire, les avoir à la maison me rendait encore plus consciente de la tragédie que nous avions frôlée. Pendant une de ces tétées nocturnes, avec Luna qui était somnolente et Aria déjà endormie dans son berceau, je me suis surprise à penser à Vanessa. Nous avions été proches autrefois, avant que la compétition ne commence, avant que la jalousie ne s'enracine. Je me suis souvenu d'avoir 7 ans, lui tenant la main le premier jour d'école, croyant qu'elle me protégerait toujours. Ce souvenir m'a mise en colère.
Cette petite fille qui faisait confiance à sa grande sœur méritait mieux que ce que Vanessa était devenue. L'enquête sur l'argent volé a progressé méthodiquement. L'expert en informatique légale de Douglas, un homme nommé Raymond Chin, a passé 3 jours à examiner mon ordinateur et mon réseau domestique. Il était minutieux jusqu'à l'obsession, vérifiant chaque fichier journal, chaque point d'accès, chaque vecteur d'entrée possible. Votre sœur n'a pas été sophistiquée pour couvrir ses traces, a expliqué Raymond lors d'une réunion au bureau de Douglas. Elle s'est entièrement appuyée sur l'emplacement physique pour vous incriminer. Regardez ça. Il a affiché une chronologie détaillée sur son ordinateur portable. Le premier virement a eu lieu le 15 mars à 14h47. Vos images de sécurité montrent Vanessa entrant dans votre maison à 14h30 et partant à 15h15. Le deuxième virement a eu lieu le 22 mars à 13h18. Elle est entrée à 13h et est partie à 13h45. Le troisième et dernier virement a eu lieu le 29 mars à 15h52. Et elle était chez vous de 15h30 à 16h20. Elle a été aussi précise que ça, a demandé Tyler, incrédule. Elle pensait être maligne, a dit Raymond, en étalant les virements sur plusieurs visites. Elle croyait probablement que cela paraîtrait moins suspect qu'un seul gros retrait, mais en fait... Cela nous a donné plus de preuves. 3 cas distincts de sa présence corrélant avec un accès non autorisé. Douglas a ajouté, le compte offshore recevant l'argent est enregistré aux îles Caïmans sous une société écran appelée Meridian Holdings. La société appartient légalement au mari de Vanessa. Mais les documents montrent sa signature sur plusieurs documents d'entreprise en tant que codirectrice. Ils ont créé la société il y a 6 mois, juste au moment où son entreprise a commencé à péricliter. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté écœurante. Vanessa et son mari planifiaient cela depuis des mois, peut-être plus longtemps. Ils avaient décidé que voler Gérald et me piéger était leur solution à leurs problèmes financiers. Pouvons-nous prouver tout cela au tribunal, ai-je demandé. Absolument, a dit Douglas. Entre les images de sécurité, l'expertise informatique, la piste financière et la corrélation chronologique, c'est l'un des dossiers les plus solides sur lesquels j'ai travaillé. Le procureur va adorer ça. Mais prouver la culpabilité de Vanessa n'était qu'une partie de ce que je voulais. J'avais besoin que tous ceux qui avaient cru ces mensonges voient la vérité. J'avais besoin d'une justification publique, pas seulement d'une victoire juridique. Le procès pénal contre Vanessa a commencé par une froide matinée d'octobre. La salle d'audience était bondée de membres de la famille, la plupart encore incertains de ce qu'il fallait croire. Je me suis assise au premier rang avec Tyler, Aria et Luna étant à la maison avec une nounou, et j'ai regardé ma sœur être amenée. Elle semblait plus petite, diminuée. Ses vêtements chers et sa coiffure parfaite ne pouvaient cacher la peur dans ses yeux lorsqu'elle a jeté un coup d'œil à la table de l'accusation, surchargée de preuves. L'accusation a présenté son dossier méthodiquement. Ils ont montré les images de sécurité de Vanessa entrant chez moi. Ils ont présenté l'expertise informatique montrant les virements effectués depuis mon adresse IP pendant ces visites. Ils ont tracé l'argent du compte de Gérald au compte offshore, jusqu'à la société écran de Vanessa. Son avocat a tenté de soutenir que quelqu'un d'autre aurait pu utiliser sa société écran, que les images ne prouvaient pas qu'elle avait accédé à l'ordinateur, que tout était circonstanciel. Mais les preuves étaient trop solides. Quand j'ai été appelée à témoigner, je me suis avancée à la barre la tête haute. Les cicatrices sur mon visage s'étaient estompées mais étaient encore visibles, de fines lignes blanches qui ne disparaîtraient jamais complètement. Le procureur m'a fait décrire la soirée chez mes parents en détail. J'ai parlé clairement, méthodiquement, observant les visages du jury tandis que j'expliquais comment ma propre sœur m'avait projeté la tête contre un miroir, comment ma mère m'avait donné des coups de pied dans le ventre de femme enceinte. Comment mon père m'avait traîné à travers des débris de verre et jeté dans la rue. Plusieurs jurés semblaient visiblement bouleversés. Une femme plus âgée avait les larmes aux yeux. « Pourquoi pensez-vous que votre sœur a fait ça ?» a demandé le procureur. « Elle avait besoin d'argent et voulait que je sois exclue de la famille », ai-je dit simplement. Elle a atteint ses 2 objectifs, ou du moins, elle le pensait.
L'avocat de Vanessa a tenté de me discréditer lors du contre-interrogatoire, suggérant que j'avais inventé mes blessures ou exagéré l'agression, mais les dossiers médicaux parlaient d'eux-mêmes, des photographies de mon visage et de mon cuir chevelu lacéré, la documentation du travail prématuré. Les preuves des ecchymoses sur mes côtes et mon ventre. Le jury a délibéré moins de 4 heures. Quand ils sont revenus, la présidente du jury s'est levée et a lu le verdict d'une voix ferme, sur le chef d'accusation de vol qualifié, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation de fraude, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation d'agression, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation d'association de malfaiteurs, nous déclarons l'accusé coupable. Le visage de Vanessa s'est décomposé. Son mari, assis derrière elle, a laissé tomber sa tête dans ses mains. De l'autre côté de la salle, je pouvais voir Constance et Gérald, leurs expressions stupéfaites. Le juge a fixé la sentence pour 2 semaines plus tard. Douglas s'est penché et a murmuré, compte tenu du montant volé et de la violence impliquée, elle risque une peine de prison importante. Fidèle à sa prédiction, Vanessa a été condamnée à 8 ans de prison d'État. Les mots du juge lors de la sentence étaient cinglants. Vous n'avez pas seulement volé de l'argent, a dit le juge. Vous avez orchestré un plan cruel pour détruire la réputation de votre propre sœur et avez failli la tuer, elle et ses enfants à naître. La trahison de la confiance familiale, combinée à la violence et à la préméditation, justifie la peine maximale. Les poursuites civiles ont suivi. Gérald et Constance ont tenté de régler l'affaire à l'amiable, offrant $50 000 pour que tout s'arrête. Douglas a ri lorsque leur avocat a présenté l'offre. Vos clients ont agressé une femme enceinte si sévèrement qu'elle est entrée en travail prématuré, a-t-il dit. Il risque un verdict de jury se chiffrant en millions. Il avait raison. Lorsque notre affaire civile est allée au procès, le jury m'a accordé $1,2 million en dommages et intérêts pour les frais médicaux, la douleur et la souffrance, la détresse émotionnelle et les dommages-intérêts punitifs. Le jugement serait partagé entre Vanessa et mes parents en fonction de leurs actions respectives. Gérald et Constance ont dû vendre leur maison pour payer leur part. La maison dans laquelle j'avais grandi, remplie de souvenirs à la fois bons et terribles, a été mise sur le marché dans le mois qui a suivi le verdict. Ils ont déménagé dans un petit appartement en ville. Mais je n'avais pas fini. Douglas m'a aidé à déposer une plainte contre la société du mari de Vanessa pour l'argent volé qui avait été filtré par leur société écran. Ce procès a duré encore 8 mois, compliqué par les comptes offshore et les structures d'entreprise. Finalement, en avril, nous sommes parvenus à un accord qui a permis de récupérer la totalité des $160 000, plus les intérêts, pour les restituer au compte de Gérald. L'argent lui a été rendu la même semaine, mais je me suis assuré qu'il sache d'où il venait. J'ai demandé à Douglas d'envoyer une lettre détaillée expliquant comment j'avais récupéré ces fonds volés, blanchi mon nom et traduit en justice sa véritable voleuse. Gérald n'a jamais répondu à la lettre. Constance non plus. Leur silence était absolu. La famille élargie s'est fracturée à cause de la situation. Environ la moitié a pris mon parti une fois que la vérité a éclaté, horrifiée par ce qui avait été fait. L'autre moitié, menée par la sœur de mon père, Ruth, a soutenu que j'avais réagi de manière excessive en portant plainte et en intentant des poursuites. La famille doit pardonner à la famille, m'a dit ma tante Ruth lors d'une rencontre inconfortable au mariage d'un cousin. Ce que Vanessa a fait était mal, mais l'envoyer en prison. Faire perdre leur maison à tes parents. C'est vindicatif. Je l'ai regardé calmement. Ils ont failli tuer mes filles avant même qu'elles ne naissent. Vanessa a volé $160 000 et m'a piégé. Ma mère m'a donné des coups de pied dans le ventre de femme enceinte. Mon père m'a traîné à travers des débris de verre. Quelle partie de tout cela mérite le pardon? Elle n'a pas eu de réponse à cela. La vie a continué. Aria et Luna sont devenues des petites filles vives et énergiques, sans aucun souvenir du traumatisme entourant leur naissance. Tyler et moi avons construit une belle vie ensemble, une vie exempte de la toxicité de ma famille biologique. Je croisais parfois Gérald et Constance en ville. Ils avaient vieilli de façon spectaculaire, leur visage marqué par l'amertume et le regret. Parfois,
Gérald semblait vouloir s'approcher de moi, dire quelque chose, mais il ne l'a jamais fait. Constance se détournait complètement, faisant semblant de ne pas me voir. La date de libération de Vanessa était encore dans des années. J'avais entendu par les ragots familiaux que son mari avait divorcé et avait déménagé hors de l'État avec leurs enfants. Elle avait tout perdu, sa liberté, sa famille, sa réputation. Pour le 5e anniversaire des jumelles, nous avons organisé une grande fête dans notre jardin. Les amis remplissaient l'espace, leur rire et leur joie contrastant vivement avec l'obscurité de cette nuit chez mes parents. En regardant Aria et Luna courir avec leurs amis, leurs visages rayonnants de bonheur, j'ai senti le dernier morceau de colère se libérer enfin de ma poitrine. J'avais tenu ma promesse. J'étais revenue et ils avaient tous regretté ce qu'ils avaient fait. Mais plus important encore, j'avais construit quelque chose de mieux que la vengeance. J'avais construit une vie remplie de gens qui m'aimaient et me valorisaient vraiment. Tyler est venu derrière moi, enroulant ses bras autour de ma taille. À quoi penses-tu? Au chemin que nous avons parcouru, ai-je dit en m'adossant à lui. À quel point les choses auraient pu être différentes. Aucun regret, a-t-il demandé. J'ai regardé nos filles, en bonne santé et entières, riant avec leurs amis. J'ai pensé à la justice pour laquelle nous nous étions battus et que nous avions obtenue. J'ai pensé aux membres de la famille qui nous avaient soutenus et à ceux qui avaient révélé leur vrai visage. Pas un seul, ai-je dit. La meilleure vengeance n'avait pas été la peine de prison, ni les victoires en justice, ni la justification publique, bien que tout cela ait compté. La meilleure vengeance était simplement ceci, bien vivre, aimer pleinement et refuser de laisser leur cruauté définir mon histoire. J'avais survécu. Mes filles avaient survécu. Et nous avions construit quelque chose de magnifique à partir des cendres de la trahison. C'était suffisant.